Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition de Un endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de recevoir pour les rendez-vous du mardi de l'édition indépendante Christelle Deveza des éditions Pointe à la Ligne. Bonsoir Christelle. Bonsoir Nathalie, bonsoir Caroline. Et pour Bonsoir. faire un binôme avec moi, je retrouve Caroline Trioro, qui est éditrice de la Marmite à mots, qui avait fait la première émission des mardis de l'édition indépendante et qui est aussi vice-présidente de la FEDEI, parce que je rappelle que cette émission est en coproduction avec la FEDEI, la Fédération des éditions indépendantes, et le CNL, le Centre national du livre. Donc, avant de commencer, comment ça va Christelle? Pas trop Ça stressée? va, j'ai un petit trac sympathique, mais je suis très, très contente d'être là. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques lignes votre maison d'édition? Oui, alors les éditions Pointe à la Ligne, c'est une maison d'édition jeunesse qui a la particularité en fait de représenter dans ses albums tous les types de familles, pas seulement celles qui ont un papa et une maman, qui sont déjà très très bien représentées dans les albums jeunesse. Donc moi, je vais avoir l'idée de proposer des livres où il y a de maman, de papa, une famille recomposée, mais ce n'est jamais le sujet principal du livre. D'accord. Donc, le principe, c'est que Caroline vous posera des questions plus techniques que moi, puisqu'elle est éditrice comme vous, et moi, je vais poser toutes les questions de novices et que les spectateurs pourraient aussi se poser. Donc, on est là pour mettre en avant. Alors, vous vous situez où? Vous êtes en Normandie, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis précisément à Troarn, c'est à une dizaine de kilomètres de Caen. Parfait. Donc, parce qu'on fait, avec la FEDEX, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait le tour de France, puisque la dernière fois, on était en Bretagne, là, on part en Normandie. La prochaine fois, je ne sais pas, ça sera la surprise, mais au moins, ça a l'avantage de faire le tour un peu de la France. Moi, j'ai une question toute bête. Pourquoi avoir appelé votre maison d'édition Point à la ligne? Ah là là. Ah bah, tout simplement parce que juste, c'est en rapport avec la ligne éditoriale. C'est-à-dire que le point de départ a été de constater qu'il manquait une plus grande diversité des familles dans les albums jeunesse. Et c'est l'idée de dire les familles sont multiples, diverses, point, à la ligne. Oui, ça a le mérite d'être clair. Voilà. C'est un côté, voilà, une affirmation. Ça montre l'engagement en fait que j'ai d'offrir un peu ma pierre à l'édifice pour une meilleure représentation de toutes les familles en fait. J'ai vraiment à cœur montrer que chaque famille a le droit d'exister, quel que soit son modèle. Voilà, c'est vraiment une affirmation que j'ai envie de faire. Caroline, en tant que professionnelle, est-ce que c'est un bon titre de maison d'édition Point à la ligne? Moi, j'aime beaucoup parce que justement, je trouve que ça suscite la curiosité. Ça fait partie d'une expression, hein, effectivement. Et je trouve que c'est intéressant parce que voilà, ça suscite un questionnement et la part de professionnels comme Nathalie ou moi-même et aussi du public. Donc, je trouve que c'est presque la première accroche voilà, vers nos lecteurs, vers nos publics. Et je trouve qu'en plus, l'explication de Cristal est tellement pertinente, avec une petite pointe d'humour enfin, qui la représente totalement, parce que Cristal est une personne, alors je vais pas dire formidable, parce qu'on va m'accuser évidemment d'être sympa avec à l'écran, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, collaborer, échanger, qui est plein d'idées et qui a toujours, vous voyez, à l'écran ce sourire sur elle. Et donc, je trouve qu'elle aborde un sujet qui est extrêmement réaliste aujourd'hui, qui est au cœur des questionnements, hein, est-ce que c'est normal d'avoir deux papas? Parce que la famille traditionnelle, c'est un papa, une maman. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Moi, j'ai beaucoup d'amis enseignantes, hein, voilà, qui fêtent des pères, fêtent des mères, ils sont un peu embêtés parce qu'il y a deux papas ou il y a voilà, qu'une maman et comment on fait pour gérer tout ça. Donc, je pense qu'il y a un vrai questionnement social aujourd'hui et je trouve que c'est en ça que c'est important de continuer à faire exister des maisons d'édition indépendantes parce qu'on répond à ces questions-là avec cœur, parce que Christelle l'expliquera peut-être, il y a une raison aussi personnelle à cette ligne éditoriale. Et je trouve qu'elle est amenée avec
à la fois beaucoup de sérieux. C'est ce point à la ligne, comme elle dit, c'est une affirmation. Et en même temps, ce côté légèreté et bienveillance, de la petite pointe d'humour, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et comment les libraires ont pris, quand parce que j'imagine que vous êtes allé voir les libraires pour, parce que vous faites tout quand on est éditrice, fondatrice, oui on dit fondatrice, de la maison d'édition, on doit tout faire. Comment les libraires ont accueilli votre maison d'édition? Avec beaucoup de bienveillance et de curiosité. Passer, voilà, en fait, ce moment d'explication, hein, c'est-à-dire de dire que c'est un peu, mes livres ont un petit truc en plus, finalement. Vous voyez, il y a besoin de l'expliquer, parce que sur la couverture, c'est pas mis spécialement en avant, parce que c'est tout le concept, hein, c'est de dire qu'il y a des familles différentes, mais sans l'affirmer dès le titre. Vous voyez, c'est pas j'ai deux mamans ou j'ai deux papas. Et donc oui, il me confirme que ça répond à un besoin, que les clients des librairies peuvent venir les consulter en recherche sur leur travail de prescripteur, en recherche de livres pour aborder certains sujets voilà, comme les familles qui sont un peu différentes. Et ce côté justement qui s'adresse à tous, parce qu'en fait, moi, mes livres s'adressent à toutes les familles, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un enfant qui a un papa et une maman dans une famille tout à fait classique, n'aura aucun souci à lire un de mes livres, même s'il y a deux mamans dedans ou une famille recomposée ou autre, parce que ce n'est pas le sujet. Mais ça permet justement de faire cette petite graine de tolérance, d'ouverture d'esprit chez les enfants, c'est-à-dire que dès 3, 4, 5 ans, ils ont des livres où ils voient, constatent que ce n'est pas comme eux deux mamans, un papa et une maman, mais voilà, autre chose. Et c'est OK, c'est normal. Donc, ouais, ouais, beaucoup de très bons retours, de très bons retours de la part des libraires. Après, effectivement, c'est un travail de fourmi, parce que quand on est éditrice indépendante, avec pour l'instant un petit catalogue, je n'ai pas de diffuseur. Donc, c'est moi qui vais toquer à la porte des librairies les unes après les autres pour me faire connaître. Mais c'est là aussi tout le bonheur que j'ai d'être avec vous ce soir aussi. C'est que ça permet aussi de me faire connaître et de faire connaître mes livres. Et c'est extraordinaire. Alors là, je ne vous ai plus. Ah, vous avez perdu Nathalie. Caroline, tu es là? Du coup, oui, oui, moi je suis là. Donc, bah, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Christelle. C'est d'en plus s'adresser. Alors, je vais pas dire s'adresser parce qu'effectivement, tu t'adresses pas uniquement à une niche, hein, tu t'adresses à toutes les familles. Et en particulier, voilà, aussi à ces familles-là qui ont besoin de cette représentativité. Euh, Mais Moi, je trouve que c'est très intéressant le regard du libraire parce qu'en fait, on répond à quelque chose souvent qui n'existe pas encore ou de façon très frileuse. Et c'est vrai que c'est ce qu'attend aussi le libraire des maisons d'édition indépendantes. Moi, je me souviens complètement. toujours de ma première expérience chez un libraire à Yvetot, il se reconnaîtra certainement, qui m'avait glacé, mais qui en même temps a été hyper formateur pour moi parce que c'est toujours la question que je me pose au choix quand je fais le choix d'un texte. C'est qu'est-ce que j'apporte en plus avec ce texte? Et je crois que c'est vraiment cette réflexion que tu as, c'est-à-dire, voilà, comme tu dis, ça n'est pas que l'essentiel de ma maison d'édition, mais c'est un trait caractéristique et c'est ce que j'apporte en plus. C'est exactement ça. Et en fait, vraiment, j'avais vraiment envie de parler à tout le monde. C'est certain, une fois que j'ai dit ça, évidemment que les familles, les enfants qui sont dans des familles dites atypiques, je trouve ça génial pour elles, pour eux, pour ces enfants. Moi, je vois hein, dans les salons, dans les interventions que je peux faire en école, des enfants qui disent ah, bah, c'est comme nous, ah, c'est comme nous avec maman et mamou. Oui, voilà, et c'est pas si souvent. Ils ont des livres comme ça qui les représentent, et quelque part, ça leur fait du bien d'être représentés dans un livre enfin, sans aucune différence, en fait. C'est important. Et alors justement, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être la porte-parole
quelque part de cette représentativité de ces familles? Alors, pour répondre à cette question, j'ai besoin de raconter un petit peu de ma vie. Tout est né quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Alors, j'en ai trois aujourd'hui, donc des années ont passé et il se trouve que moi, j'ai un premier fils, un grand, dont je me suis séparée avec le papa. Enfin, la phrase n'est pas très correcte, mais mon papa et moi, nous nous sommes séparés quand il était petit. J'ai eu la chance de trouver un homme merveilleux avec qui faire ma vie ensuite. Et ensemble, on a eu, donc on a deux enfants maintenant. Et donc, quand j'étais enceinte du deuxième, eh ben, je lisais des livres à mon grand, qui avait un peu 4-5 ans. Et les livres, c'était toujours papa-maman qui allait avoir un bébé. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça, bah, pour lui, c'est pas tout à fait juste, parce que moi, c'est pas papa-maman, c'est maman et son beau-père. Et puis donc, voilà, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que notre famille, une famille recomposée, bah, je ne la voyais pas dans les rayons des librairies. Je voyais beaucoup de livres et ça avait été très utile et c'est génial que ça existe. Au moment de la séparation des livres, j'ai deux maisons, chez papa, chez maman, voilà, pour expliquer les choses aux enfants. Mais il manquait l'après. La vie, elle continue. En l'occurrence, papa ou maman peuvent refaire leur vie. Enfin, et je me suis dit, tiens, il manque ça. Et quelque chose qui soit joyeux, quelque chose qui soit la vie continue. Euh, Après, une fois que. Donc, pourquoi j'aurais. Alors, mon premier livre que j'ai sorti n'a pas une famille recomposée dans le texte. Parce que je me suis dit, bon, je suis quand même pas si à plaindre que ça. Ça reste un modèle classique. Je suis une femme, mon mari est un homme, on est un couple hétéro, tout ce qui est plus classique. Alors oui, c'est une famille recomposée, mais en termes de représentation dans les médias, dans la littérature jeunesse, c'est OK. Et donc je me suis dit, si je dois faire un seul livre, si ce projet ne doit pas perdurer, ben, quel est le type de famille qui a le plus besoin de représentation et, euh, et, euh, et je me suis tournée vers les couples de femmes, donc les familles homoparentales, parce que vraiment je jugeais elles étaient moins bien représentées que moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire dans cet ordre-là. Voilà, tout simplement, et je trouvais qu'il me manquait, voilà, que ça me manquait. Merci Caroline pour la transition, parce que j'ai eu un petit souci technique. Ça arrive rarement. Je me On suis t'a vu portée la poisse, hein. disparaître. On en a parlé avant, et j'ai eu une coupure réseau. C'est ça d'habiter au milieu des bois. J'ai une C'est connexion. bien. Très bien, Caroline a pris le relais. Je vais peut-être montrer à l'écran Jules, Je n'aime pas sa petite quoi, sœur. qu'on voit à quoi ressemblent les albums de Christelle. Donc, c'est quoi? C'est du cartonné, hein, c'est ça? On est d'accord? Oui, oui, oui. Et le format, Cartonné. c'est quoi exactement? Alors, le premier, celui-là, Jules n'aime pas sa petite sœur, est un format 20 sur 20 centimètres. D'accord. Ok. Les suivants On regarde la sont deuxième. passés, ont réduit un peu en taille. Je les ai passés en 18 sur 18. J'ai celui-là. Ouais, Hop, Louis ne ressemble pas à son frère. là. C'est le deuxième, avec une famille. En fait, voilà, la famille recomposée. Si vous voulez, Louis ne ressemble pas à son frère, c'est ma famille. Parce qu'il se trouve que mon fils aîné à la peau est métissé. Et son petit frère et sa petite sœur ensuite sont tous les deux blonds avec des yeux bleus. Et il y a une vraie différence physique entre les enfants. Et c'est ce qui m'a inspiré de me dire, bon, bah, oui, ils sont différents physiquement, mais qu'est-ce qui fait qu'on est une famille? C'est pas l'apparence physique. Ce qui fait qu'on est une famille, c'est les moments qu'on partage. Et c'est le message que la maman dans le livre leur fait passer à ses enfants. Elle leur dit qu'ils se ressemblent plus qu'ils ne le croient. Et c'est aussi, je trouve, un beau message à transmettre à tous les enfants. Ils sont confrontés dans les cours de récréation euh, à tout un tas d'enfants qui peuvent venir parfois du monde entier avec et puis ça peut être des différences physiques, mais ça peut être aussi des différences liées à des handicaps. Euh, et en fait, c'est vraiment de leur dire, ne regardez pas la couverture, enfin, n'allez pas voir juste l'extérieur, allez voir plutôt ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous différencie. Et ça aussi, je trouvais que c'était de nos jours important de venir apporter ce discours-là.
Alors vous, vous êtes au texte et il y a une illustratrice qui est Marie Bretin. Comment vous avez fait pour trouver une illustratrice? Et comment on travaille Alors, avec une illustratrice, justement? ouais, alors ça a été une grande aventure aussi, parce que donc au lancement de Pointe à la ligne, vraiment, moi j'étais pas enfin, j'étais dans un milieu professionnel cousin de l'édition. Moi j'étais journaliste pendant 15 ans avant de me lancer dans cette aventure-là. Et ben, j'étais bien embêtée, je connaissais pas, je connaissais pas d'illustrateur ou d'illustratrice. Et j'ai demandé un petit peu à mon réseau, à droite, à gauche, s'ils connaissaient des gens qui pourraient m'accompagner et faire ce travail d'illustration. C'est un projet tellement, tellement personnel à l'origine. Ça vient tellement de mes tripes que j'avais besoin qu'il y ait un lien humain. Je voulais pas passer par un appel comme ça sur Internet un peu froid. J'avais vraiment besoin d'humaniser le processus. Et donc, il se trouve que c'était la voisine de palier d'une copine et qui me dit, mais tiens, mais ma voisine, elle est illustratrice jeunesse. Elle me donne son nom, je regarde et là, je me dis, waouh, mais elle va jamais vouloir travailler avec moi. Elle travaille parce que Marie, elle illustre pour des grandes maisons d'édition. Et puis, bon, bah, je l'ai contactée, on a bu un café et j'ai la chance qu'elle ait aimé mon projet, en fait, que les valeurs que je porte. Elle m'a fait confiance. Elle m'a fait confiance. Donc, comment on travaille ensemble? C'est une vraie collaboration. C'est-à-dire que voilà, je lui envoie les textes, on en discute. En fait, je la laisse. Je lui offre Une carte blanche? pratiquement, ouais. Sauf s'il y a quelque chose qui vraiment m'importe, me tient à cœur, ou je lui dis évidemment, mais sinon je la laisse créer l'univers que les mots que moi j'ai écrits lui inspirent. Et, euh, et je crois que ça lui fait du bien par rapport à des plus grosses maisons d'édition euh, aussi. C'est-à-dire que je la laisse créer. Voilà, c'est une artiste. Et donc je la laisse voilà, laisser cours à son imagination. Donc, c'est très, très chouette ouais, de collaborer avec elle. Alors, je me pose une question toute bête là, en vous écoutant. Vous étiez journaliste, comment, alors j'imagine, c'était journaliste quoi, généraliste ou vous aviez un créneau Non, spécifique? alors, j'étais sur Internet, mais j'étais dans le domaine du divertissement. En fait, j'ai terminé mes années de journalisme au magazine de cinéma Première. Voilà, d'accord. Alors, comment on passe du cinéma, qui pour les adultes, qui des fois est un peu trash, à se mettre auteur d'enfants de 3 à 10 ans? Est-ce qu'on n'est pas dans sa tête un peu schizophrène par moment? On se dit, Non, comment je fais pour débrancher? C'est pas compliqué? non, du tout, parce qu'au départ, l'idée, elle est de me dire qu'est-ce qui ferait du bien à mes enfants? Qu'est-ce qui va les aider à se sentir bien, à grandir, à comprendre, etc. C'est-à-dire que effectivement, c'est plus ma casquette maman Oui. qui m'a Non, mais le aidée là. langage, moi c'est par rapport au langage, parce que quand on a un langage journalistique qui est spécifique dans le cinéma avec des mots qu'il faut employer, et là, bah alors effectivement, le langage des enfants c'est aussi spécifique, j'allais dire, c'est un peu plus simple, mais là, vous écrivez, il y a un scénario quand même, donc comment on fait pour passer d'un truc qui est, alors je vais caricaturer, hein, haut niveau Oui. à bas niveau, quoi. Ah non, alors parce que justement, il n'y a pas de bas niveau. C'est pas parce qu'on écrit pour les enfants Parfait. qu'il n'y a pas un vocabulaire. Alors, c'est une question que même je ne me suis pas tellement posée. C'est-à-dire que quand j'écris comme je parlerais à mes enfants. Et en fait, il se trouve que je leur parle tout à fait normalement, j'allais dire. Oui, bah Euh, oui. dans les livres, en fait, dans les livres que j'écris, il y a aussi du vocabulaire qui vont, peut-être qu'ils ne connaissent pas, mais au moins c'est l'occasion de demander qu'est-ce que veut dire telle chose. C'est un langage simple, mais pas de bas niveau. Je ne me pose pas la question dans ces termes-là. Je vais faire plus attention à ce que ça chante quand ce sont des livres qui sont lus à l'oral. C'est un public qui n'est pas encore lecteur en général. Donc, c'est l'histoire du soir. Donc ça, en revanche, je l'ai en tête quand j'écris.
C'est-à-dire que quand je réécris, parce qu'en général, j'écris d'un jet l'idée que j'ai. Et ensuite, je viens la retravailler en la verbalisant. Parce qu'en fait, il faut vraiment que les phrases s'enchaînent, que ce soit doux à l'oreille. J'aime bien faire un petit peu des jeux de répétition. Euh, Par exemple, dans le premier livre, ça commence par Jules n'aime pas sa petite sœur. Point. Mais alors, pas du tout, du tout. Et en fait, il y a la répétition du tout le long du livre. Et à la toute fin, Jules dit à quelqu'un qui embête sa petite sœur, si tu embêtes ma petite sœur, ça ne va pas bien se passer, mais alors pas du tout, du tout. Je vais plus avoir ça en tête, essayer de jouer avec les mots pour que ça chante d'une façon agréable aux oreilles des enfants et des parents. Ça, Mm. c'est aussi quelque chose auquel je pense énormément, parce que pour lire des histoires tous les soirs, depuis maintenant presque 13 ans, parce que mon fils est né à 13 ans, donc j'ai pas arrêté voilà, j'ai pas arrêté de lire des histoires le soir. Et ben la longueur des phrases, la longueur du livre, pour pas que le parent en ait marre. Enfin, j'y pense aussi dans l'écriture à ça. Alors, je vais rectifier. Quand j'ai utilisé base, c'est parce que je voulais que vous me répondiez exactement ce que vous m'avez répondu. Je vous ai amené à ça. Je voulais que mais j'ai fait exprès de. Mais il n'y a pas de bas niveau en jeunesse du tout. C'est très pointu. La jeunesse est parfois plus compliquée. Moi, d'ailleurs, je n'étais pas libraire jeunesse parce que j'estime que être libraire jeunesse, c'est beaucoup plus compliqué que d'être libraire pour les adultes, entre guillemets. Ouais, Le balayage, ben vous, les albums, c'est 3 10 ans. Quand on est libraire jeunesse, il faut qu'on puisse balayer, allez, 3 ans et encore à 3 ans, on lit pas, mais la tranche 3 18. Vous imaginez le ouais. balayage énorme, tous les albums qui sortent, parce que vous êtes dans la librairie, l'édition jeunesse, c'est quand même. Nous, on se plaint des romans en rentrée littéraire, où il y en a 500, mais alors les albums jeunesse, Caroline me contredit. Oh là là, je n'arrive pas à parler. Contredira pas. Je ne vais pas te contredire, Nathalie. Voilà. Mais toi, est-ce que, Caroline, toi, tu as eu les mêmes problématiques, quoi, qui sont pas les problématiques, mais est-ce qu'il fallait aussi que toi, tes livres, ils soient, alors toi, c'est pour les 10, on va pas refaire l'émission, mais est-ce que aussi l'aspect chantant était important? Je pense même que c'est essentiel et fondamental. Et c'est là que on reconnaît aussi le professionnalisme de Christelle, qui d'ailleurs fait partie des adhérents de la Fabrique aux livres, qui, je rappelle, est l'association des éditeurs créateurs en Normandie, qui est une association de professionnels de l'édition en Normandie. Et toute la démarche qu'elle vient de vous expliquer, c'est vraiment ça, c'est-à-dire à qui est-ce que je m'adresse, et du coup, on va se mettre en position de répondre aux besoins, mais aussi aux accès de ce public auquel on s'adresse. Donc, elle a tout à fait raison. Le choix des mots, des répétitions, des jeux de mots, de cette musicalité qu'a la langue française et qu'on a parfois un petit peu tendance à oublier, pour moi, elle est essentielle parce que effectivement, à certain âge en jeunesse, on est beaucoup dans la littérature lue, parlée. Moi, dans le côté accessibilité 10, vous avez les versions audio des ouvrages qui sont en accès gratuit. Donc oui, c'est important qu'à l'écoute, qu'à l'oreille, ça passe aussi. Et c'est toujours on va dire le moteur de mes corrections avec mes auteurs quand je lui dis ça passe pas à l'oreille, il y a un truc qui passe pas à l'oreille. C'est pas que c'est pas bien écrit, c'est pas que le mot il veut pas dire ce qu'on a envie de dire, mais c'est que le son, l'harmonie des sons, elle n'y est pas. Et moi j'aime beaucoup quand on dit que l'éditeur est un chef d'orchestre. Et c'est vraiment ça, parce que non seulement c'est l'harmonie de tous les acteurs qui vont travailler avec nous, là on parle de l'illustrateur, mais vous avez la maquettiste, vous avez l'imprimeur, enfin il y a énormément de gens qui travaillent avec nous, mais on doit aussi réussir à produire cette musique en fait. Et là, je suis, mais évidemment, pareil, complètement accrochée aux lèvres de Christelle, parce que c'est tellement ça, ce qu'elle vient de dire, notre métier, et moi, que je retrouve aussi, avec cette difficulté compliquée que nous, en jeunesse, on a un double public. Donc, Mm. notre musique doit à la fois s'adresser aux parents et Les à enfants. la fois s'adresser à l'enfant. Et que c'est un vrai, vrai, vrai travail de recherche, de réflexion
là, Christelle nous a quand même bien montré toutes les questions qu'elle se pose en amont. Mm. Et c'est en ça, voilà, que pour moi, c'est aussi une éditrice professionnelle. C'est pas j'aime bien, paf, allez hop, ça me va, machin. Il y a vraiment, dans l'édition, quand on est éditeur, toutes ces questions-là qu'on se pose et auxquelles on va essayer de répondre en amont. Donc, il y a une vraie importance, pas uniquement du texte, mais aussi de la musicalité du texte. Ce qui veut dire, Christelle, que vos enfants sont votre comité de lecture? Alors, je les implique pas trop vite parce que, mais oui, 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 oui. Puis en plus, bah, ça, oui, ça me pose pas de problème de leur demander leur avis, de leur lire, effectivement, voir ce qu'ils en pensent. Et puis, bah, je crois qu'ils sont assez fiers de ce que je fais. Et moi, ça me rend fière aussi, hein, à vrai dire, de le partager avec eux comme je vous le disais, en fait, à l'origine, je l'ai fait pour eux. Je l'ai fait voilà, vraiment pour ces enfants-là. Donc, en me disant, bah, derrière, ça va les aider eux, mais ça aidera, je l'espère, tout un tas d'autres enfants. Mais donc, ouais, ouais, je les implique, j'aime bien. J'aime bien leur montrer les coulisses aussi. Je trouve que ma petite fille de 4 ans vienne et me dise, ça, c'est la première de couverture, ça, c'est la quatrième de couverture. Moi, je trouve ça génial, en fait. Oui. Et voilà, c'est aussi, c'est leur faire partager aussi ma passion que j'ai pour les livres, tout simplement. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup lu. Mes meilleurs souvenirs d'enfance, mais vraiment, hein, c'est les moments de lecture le soir, à côté de ma mère, dans son lit. Vous voyez, donc pour moi, le livre, un- comment dire, un impact, enfin, une émotion forte, je trouve, un rôle important dans les relations avec les uns avec les autres. Et donc, l'album jeunesse, il circule dans une famille, il crée du lien. C'est un moment où on est avec son enfant. Dans la lumière, elle est tamisée, c'est le soir, c'est le calme. Il y a la couette, il y a le doudou. Vous voyez, c'est des moments pour moi de bonheur, en fait. Et donc, ouais, j'aime bien partager ça avec eux. Mesdames, aujourd'hui, c'était le CNL avait mis en place le quart d'heure de lecture. Est-ce que vous avez fait votre quart d'heure de lecture? Alors, je dis que quand même, le CNL le confine au 11 mars, mais tous les jours, il faudrait faire minimum un quart d'heure de lecture. Est-ce que vous l'avez fait le quart d'heure de lecture aujourd'hui? Ou pas Non, encore? pas encore. Moi, la lecture, c'est le soir. Mais à voix haute, attention, à voix haute. Ah, à voix haute, bah, pareil, hein, c'est le soir, hein. Le C'est soir. l'histoire du soir. Est-ce qu'en tant qu'adulte, parce qu'il y a des adultes qui font ça, qui lisent à voix haute aussi, pour entendre justement la musicalité du texte, comprendre mieux, parfois, il y a certains auteurs qui se relisent à voix haute aussi, ou qui font lire Ça par des m'étonne comédiens pas. à voix haute. Est-ce que vous Mais le faites? moi, je le fais, je peux, alors absolument pas systématiquement, vraiment pas, mais je vais le faire quand il y a un texte qui est particulièrement beau, quand les mots sont pas suffisants, qu'il n'est pas suffisant de les lire, je vais avoir effectivement cette envie de les dire à voix haute pour presque que ça me vienne me nourrir encore différemment. En fait, bah, c'est les cinq sens, hein, en fait, finalement. Hein. Enfin, moi, je suis très livre papier, donc je vais avoir le toucher, je vais avoir les yeux qui travaillent, on va avoir l'odeur du papier, et puis bah, Ah oui. finalement, quand on dit à voix haute une phrase qui est forte, bah, hop, il y a l'audition qui joue. Donc, mais c'est pas systématique, ça va être vraiment si les mots sont forts. Alors, on va parler un petit peu de technique. Vos livres sont imprimés en Normandie, donc ça, c'est bien. Euh, Alors, oui, si je suis tout à fait honnête, les deux premiers ont oui. été imprimés en Normandie, le troisième a été imprimé en Pologne et le quatrième va revenir en Normandie parce que Bon, voilà, on a fait un petit non, tour en mais je Europe. préfère être Pas très grave. tout On a à fait un fait petit tour en honnête. Europe, c'était sympa et on revient en France. Moi, j'ai une petite question. Vous avez adhéré donc, à la FEDEI, puisque Caroline est la vice-présidente. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être justement affiliée à la FEDEI? Alors moi, ce que je vais avoir d'important, c'est l'accompagnement, les ressources aussi du collectif. Euh,
personnellement, dans mon quotidien, ça ne va pas me changer beaucoup de choses. Mais c'est de savoir que, on est une équipe. Vous voyez que, parce que c'est un métier dans lequel on peut vite se sentir isolé. Mm. Euh, je suis toute seule. Je fais mon petit trou, voilà, mes petites choses. Et de savoir que derrière, en fait, il y a un soutien, il y a des gens qui bossent en pensant collectif. Et ben je trouve ça très important, très fort. Combien de temps pour faire un album? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Alors justement, moi, je suis curieuse. Ça dépend de quoi? Du sujet, de l'humeur du jour, de la disponibilité de l'illustratrice, j'imagine aussi. Ouais, aussi, bien sûr. Bien sûr, faut pouvoir, faut la booker. Voilà. Donc, s'il y a là plein de projets, bah, faut attendre son tour. Non, mais je disais, ça dépend parce que ça me fait rire que l'idée, vous voyez, l'idée d'album, je l'ai eue pour le premier. Donc, je vous disais, c'était 2016. 2017, j'ai commencé à sérieusement me dire, ah, je le ferai bien quand même. Et il est sorti en 2021. Donc, donc il a fallu le temps qu'il grandisse, qu'il mature. Mais sinon, ouais, c'est compliqué comme question. Entre le moment où le texte est écrit, je pense que je dirais 6 mois en moyenne. Moi, je trouve ça rapide, hein, mais bon, Oui, parce que aussi. un roman, c'est un roman, Ouais, à dire général, c'est quasiment parfois 3 ans, ouais. minimum 1 an. 6 mois, c'est ultra rapide, Caroline. C'est ça, combien de temps vous pris Moi, je suis entre 6 et 9 mois pour un album. Hmm. Parce que bah, c'est essentiellement ce que dit Christelle, hein, les illustratrices, illustrateurs, à qui ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il faut bien cranter. En fait, moi, j'ai des rétro-plannings qui sont prêts presque 1 an à l'avance. Parce qu'en fonction voilà, des auteurs et des illustrateurs, enfin, les auteurs, c'est moins compliqué parce que c'est eux qui vous envoient le texte. Donc, il est quasiment, enfin, disons que le plus gros est fait. Après, on va le retravailler, mais le plus gros effet. C'est vrai que pour les illustrateurs et illustratrices, eh ben, parfois, ils ont, et tant mieux pour eux, d'autres projets. Et pour le coup, bah, parfois, on est obligé de se dire, bah, je le voulais pour avril, bah, ça ne va pas être possible, donc on va redécaler. Mais grosso modo, moi, je suis entre 6 mois et 9 mois, à peu près. Et alors, comment vous faites pour sélectionner les histoires? Comment vous avez... Bon, alors, le premier, on a compris, mais alors après, donc c'est des scènes de vie au quotidien, Oui. principalement, mais comment vous les sélectionnez? Est-ce qu'il y en a qui sont pour vous plus importantes que d'autres ou c'est parce que vous avez écouté et que vous dites, bon, ça, il me semble que c'est d'actualité, il faudrait que je le fasse rapidement? Alors, non, parce que je fais pas des sujets liés à vraiment l'actualité. J'ai Non, en mais tête. l'actualité de l'enfant, je veux dire, Oui, l'actualité de l'enfant dans oui, son... mais l'enfant, enfin, les enfants, il y en a toujours des nouveaux qui, qui arrivent et qui vont avoir la thématique qui va être importante pour eux. Non, alors c'est une très bonne question. Je me demande ce qu'il y a, qu'est-ce qui va parler au plus grand nombre en fait, au sein des enfants en fait. Je me demande si je vais choisir la thématique qui va être la plus commune. Hmm. Parce que comme je veux parler au maximum d'enfants, voilà, c'est quelque chose qui soit le plus universel au final. Vous voyez, c'est ça qui est j'allais dire paradoxal, c'est-à-dire que ah, j'ai mon chat qui vient Bienvenue, les bonjour. animaux, sont les bienvenus. Je vais avoir une ligne éditoriale de niche, certains diraient, Euh, mais pour autant avec des thèmes qui ne sont pas du tout ceux d'une niche, qui sont ceux d'albums tout à fait classiques pour, pour cette tranche d'âge-là. Donc vraiment, voilà, je vais avoir envie de parler au plus d'enfants possible. C'est comme ça que je choisis. Et, qu'est-ce qui va leur parler? De quoi ils ont besoin à cet âge-là? Qu'est-ce qui leur fait peur? Comment je peux les rassurer? De quoi ils ont besoin? Alors, clairement, pour répondre à cette question, je fais aussi beaucoup, je traîne beaucoup aussi dans les librairies ou rayons de jeunesse pour voir ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, voir s'il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé et qui, je trouve, voilà, qui vont peut-être me mettre des petites graines d'idées. Il y a mes enfants, les enfants de mon entourage aussi. Je regarde beaucoup, beaucoup leur vie pour savoir ce dont ils ont besoin.
Alors moi, je me suis posé une question toute bête qu'on pourrait se poser en librairie, parce que souvent, moi, je l'ai eu ça avec des grands-mères. L'album plaisait, sauf que, bon, par exemple, le vôtre, le premier, c'est Jules n'aime pas sa sœur. Sauf qu'elle, elle a une petite fille. Ah oui. Elle me dit, je ne peux pas le prendre parce qu'il y a écrit Jules. Forcément, ma petite fille. Est-ce que ça, c'est pas un peu une limite? Est-ce que vous aviez réfléchi à ça ou pas? Ou... Alors, comment ça C'est gênant. réfléchir? Alors, c'est effectivement quelque chose que j'entends tout le temps, tout le Hmm. temps. En salon, le nombre de personnes qui me disent, ah, mince, moi, c'est une fille. Et en fait, ça m'amuse toujours beaucoup parce que, en général, je leur réponds, mais vos petits-enfants, vos enfants, ils lisent pas de Choupi. Choupi, c'est un pingouin. Et votre enfant, Ah oui, c'est il... pareil, c'est neutre. Ah, c'est un Ah, petit ah, garçon. C'est un petit garçon. Non, non, Choupi, oui. c'est un garçon. Ouais, Il a c'est un une petite garçon, sœur. mais Et c'est un pingouin. Et les enfants, ils n'ont rien à faire. Les enfants, ce qui les intéresse, c'est l'histoire. C'est le sujet du livre. En fait, je crois que les enfants, ils ont plus d'imagination que les adultes. Et, Et c'est et ils c'est ont ce que vraiment j'allais pas de dire, mal c'est à se projeter. C'est vraiment ça, c'est vraiment une question d'adulte. C'est vraiment une question que les enfants ne se posent pas. Alors, je crois qu'ils se la posent, les enfants, pour être tout à fait juste un petit peu plus tard. Je crois qu'à partir de 8 9 ans, ils vont avoir envie d'aller vers des héros qui leur ressemblent. Donc, un garçon va peut-être avoir envie de lire un livre dans lequel il y a un petit, c'est un héros, un garçon, mais je crois qu'il ne faut pas les encourager à aller là-dedans. Je crois qu'il faut les encourager à être curieux et à ne pas tenir compte du genre du héros. Mais en tout cas, pour mes livres, ça, moi, ça ne me bloque pas. J'essaye en tout cas qu'il y ait des garçons et des filles, que ce soit bien mixte, que ce ne soit pas que des garçons ou que des filles. Ça, oui, je fais attention à ça pour qu'à la fin, sur mon catalogue, on voit que j'ai pas représenté plus l'un que l'autre. Mais après, en général, je leur réponds en leur faisant une petite blague et, et ça passe. Caroline, tu voulais dire quelque chose? oui, je voulais dire qu'en fait, au-delà du côté genré fille-garçon, euh, il y a, il y a un, il y a un choix de titre qui est quand même très percutant parce que j'ai eu la chance de partager voilà, des salons avec Christelle et c'est vrai que les gens sont... Alors, c'est vrai là-dessus, hein, mais moi, j'ai surtout entendu, ah ouais, mais si je lui offre ça, je n'aime pas sa petite sœur, les parents vont faire la gueule, et puis ça veut dire qu'il va se permettre de ne pas aimer sa sœur, ou alors, oh ben non, mais c'est pas le cas dans ma famille. Euh, donc, c'est vrai que ça peut être aussi un texte, enfin un titre excluant. Ce que nous, on appelle le titre excluant, c'est-à-dire que les gens, là, pour le coup, ils voient pas le côté généraliste de l'histoire, mais ils se disent, ah ben ça, c'est pas ma famille, ou ça, non, voilà, ou même parfois, on a entendu dire, ben moi, il s'appelle pas Jules. Oui, Voilà, bon. Alors moi, j'adore ces titres-là parce que je les trouve très punchy, justement. Que les enfants ne s'y attardent pas du tout, et c'est là, et je reviens sur quelque chose qu'on a dit juste avant, cette difficulté pour nous d'un double public, parce que l'enfant, ça va le faire rire, Jules n'aime pas sa petite sœur. Encore plus s'il a une petite sœur, parce que il y a quand même beaucoup de cas où c'est vrai. Moi, j'ai un titre où c'est une petite fille qui rêve de changer de parents. Bon, quand je commence à pitcher comme ça, les parents, surtout les grands-parents, me disent, ah oui, mais je voudrais pas fiche le bazar dans la famille. Attendez, on est en jeunesse. L'objectif, c'est pas que Jules, il tape sur la tête de sa petite sœur et qu'il la mette au fond du placard. Mais en même temps, du coup, notre difficulté aussi par rapport au libraire dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'il faut expliquer. Et il faut qu'il y ait un vrai travail avec le libraire pour que le libraire accompagne ce type d'ouvrage. Parce que si on le laisse juste comme ça, Jules n'aime pas sa petite sœur ou Louis ne ressemble pas à son frère, voilà, les gens peuvent se dire, bah, nous, ça ne nous regarde pas, c'est un truc spécifique. Alors qu'en fait, Christelle a tout à fait raison, ça ne l'est pas forcément. Euh, et là, on a vraiment besoin de l'appui du libraire. Moi, dans l'accessibilité 10, il faut que le libraire il soit formé à ce que c'est que la dyslexie, à ce que c'est que l'accessibilité. Sinon, il risque de passer à côté de nos titres. Et Christelle, c'est pareil. Et donc, il y a un vrai, voilà, il faut qu'il y ait aussi, on a besoin de cette relation très forte avec le libraire pour qu'il accompagne. Une fois que Christelle, sur les salons, elle explique aux gens les thématiques générales, il n'y a pas de souci.
Franchement, enfin, c'est vrai. Du coup, les Oui, gens oui, mais adhèrent même. complètement. Mais c'est vrai que les titres font que ça interpelle. Ça interpelle, tout à fait. Clairement, ça interpelle et en général, je vois un petit regard, un petit hop, et donc du coup, ça me permet d'engager la conversation et d'expliquer. Euh, c'est assez drôle parce que voilà, Jules n'aime pas sa petite sœur. Combien j'ai de grands enfants, vous voyez, la famille avec des ados de, je sais pas, 15, 18 ans avec leurs parents, et puis ils se mettent des petits coups de coude. Eh, regarde, j'aurais dû t'acheter ça quand tu étais petit. Ah oui. Voilà. Mais ce qui me prouve que c'est une thématique complètement commune, en fait. Ah oui, 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 tout à fait. Et ça fait beaucoup ça fait beaucoup de bien, en fait, aussi aux parents. Quand ils voient ce titre-là, il y a, parce que cette phrase-là, j'aime pas mon frère. Alors moi, c'était ça, c'est ce que mon fils aîné m'a dit un jour, avec son petit frère doit avoir 2 ans. Mais un truc classique, j'aime pas mon frère parce que je sais pas ce qu'il avait dû lui faire. Et en fait, je me suis dit, tiens, cette phrase, elle n'est pas anodine. Elle, elle fait un peu mal à la maman parce que bah, on a envie de tout sauf que nos enfants ne s'aiment pas. Et en même temps, bah, c'est d'aller plus loin. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? Les enfants, ils sont excessifs de toute façon. Voilà, c'est normal, ils ont pas de filtre, ils disent ce qu'ils pensent au moment où ils le pensent, 5 minutes plus tard, ils ont changé d'avis. Bah, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, je me suis dit, ben, et c'est ça que je vois aussi en salon, c'est des discussions avec des parents où on en parle de ça. Et ça leur fait du bien de voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce que parfois, il y a des parents qui vont se prendre ce petit coup de griffe euh, et puis, euh, et puis ne pas en parler. Parce que bah, c'est pas très. Vous voyez, c'est pas très Instagram. Hein, des enfants qui se tapent dessus ou qui se. Ah, c'est pas ce qu'on partage, c'est pas ce qu'on dit aux copines. Si vraiment ça va pas. Et en fait, quelque part, ça dit aux parents, ça dit aux enfants aussi que c'est normal. Et qu'en fait, c'est ça aussi les relations humaines. On n'est pas tout le temps copains. Et c'est pas grave, au fond. Parce que dans une famille, il y a des moments où on se déteste, où on s'aime pas, où on se, je sais pas quoi, on se chamane quand on est enfant. Et ça passera. Ça passera. Et en l'occurrence, Jules n'aime pas sa petite sœur. La fin, c'est Jules qui prend la défense de sa sœur, parce que évidemment qu'il l'aime. Mais juste, il y a parfois, c'est compliqué d'être un grand frère. Voilà, ce sont des titres qui permettent d'interpeller, que les gens prennent le livre et regardent la quatrième de couverture pour voir de quoi ça parle. C'est qui cette folle qui a fait un livre pour enfants qui s'appelle Je n'aime pas sa petite sœur? Je dis pas que vous êtes folle, vous êtes pas folle. Est-ce que vous allez dans les écoles ou pas du tout? Vous allez dans les écoles? Ouais, ouais. Et oui, oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore. Je l'ai fait pour la première fois l'année dernière, presque il y a un an jour pour jour, et, euh, je le refais cette année. Et j'essaye de le développer encore plus, vraiment de me faire connaître auprès des maîtres et maîtresses d'école, parce que, alors ça, c'est extraordinaire. Discuter de ces sujets-là, de la fratrie, de la famille, des ressemblances, des émotions, etc., avec des enfants. J'ai fait grande section, CP, CE1. Ça, c'est génial. Et en plus, je leur explique aussi comment on fait un livre. Donc, vu que Pédagogique, ouais. Mm. ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment les deux aspects pour expliquer, parce que les enfants, souvent, en fait, ils n'ont pas la chance d'avoir une maman éditrice, et donc ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, ça, j'adore cette partie-là de mon métier, côté transmission. Parce que voilà, encore une fois, j'y reviens. Pour moi, le livre est un outil de transmission avec les enfants. Et donc, bah, mettez-moi dans une salle de classe, je suis la plus heureuse. Donc c'est un bon moyen de faire aussi de la diffusion, d'aller dans les écoles, dans les médiathèques et tout ça. Hum, Éditeurs indépendants, parce que bon, les gros, ils n'ont pas besoin, mais les petits. Quoique souvent, ils devraient aussi aller dans les écoles et dans les médiathèques, ce qu'on appelle les grands éditeurs. Ils apprendraient beaucoup de choses plutôt que de hum. rester dans leur petit bureau. Mais oui, oui, c'est un vrai levier, un vrai levier qui a une importance, hein, pour la diffusion dans les écoles, les médiathèques, etc. Euh, c'est, Et c'est être
près de notre public. Et là, je me permets de faire cette opposition entre petites maisons d'édition et grandes structures. On n'a pas des logiciels avec Christelle qui analysent tous les chiffres, les pourcentages par type de littérature, entre guillemets, ou de genre ou de public. Nous, on va au cœur de notre cible. Et ça, pour un éditeur, je pense que c'est le fondement, en tout cas en jeunesse. Un éditeur qui n'a pas de contact avec le public jeunesse, bah, c'est un commercial qui peut faire des choses très bien, mais qui ne touchera pas le fond parce que on a presque un côté militant en jeunesse, hein, un côté civique, hein, comme tu dis, c'est de leur faire découvrir aussi plein de choses, que le livre, ce que tu disais tout à l'heure, est un formidable relais humain. Et que ça, enfin, voilà, c'est les valeurs auxquelles on croit dans le livre, le partage. Et je trouve que c'est fondamental aussi de ne pas oublier pour qui on écrit et pour qui on est là. Et ça, voilà, la fabrique avec, à l'initiative notamment de Christelle, à ce projet, effectivement, de travailler la visibilité des éditeurs jeunesse auprès des publics scolaires, auprès des familles, et de, voilà, aborder aussi des animations, des ateliers pour leur faire découvrir même l'écosystème du livre dont tu parles et que les enfants en fait ne connaissent pas. Mais Et c'est très intéressant, ouais. c'est vrai que moi, ce que j'ai retenu aussi de mes interventions chez les scolaires, c'était que beaucoup d'enfants qui étaient face à moi n'avaient aucune idée de ce qu'était finalement un livre, de comment il était créé. Bon, ça, d'accord, mais on voyait qu'ils étaient un peu éloignés du livre dans leur famille. Euh, et, euh, et aussi, en plus, moi, avec les thématiques que je traite en filigrane de la famille, des différences, de cette tolérance, de cette ouverture d'esprit, moi, intervenir dans les écoles me permet aussi de venir parler à des enfants dont les parents ne fréquentent pas les libraires, ne fréquentent pas les salons, et donc qui resteraient très éloignés de mon univers et de ce que j'ai envie de leur apporter. Et au final, c'est vrai qu'avoir la chance d'aller auprès d'un public très large, parce que l'école a quand même offre une mixité sociale, alors sauf cas exceptionnel, mais dans une école, il y a un peu de tout en général. Voilà, on va avoir un peu tous les types de familles. Et ça, c'est génial aussi. Parce qu'effectivement, Caroline, je te rejoins aussi là-dessus. C'est-à-dire que moi, objectivement, j'ai des biais. J'ai les biais qui viennent de mon milieu, de ma culture, etc. Et en fait, c'est pareil. Moi, ces enfants de familles peut-être plus éloignés de la littérature d'une façon générale, du livre, les côtoyer aussi m'apporte beaucoup et me nourrit pour la suite, voilà, pour envisager les autres projets. Donc, Et, pour plein de raisons, c'est hyper important d'intervenir auprès des publics différents. et est-ce que l'accès à ces publics, justement à l'école, entrer dans l'école, t'a été facile ou est-ce que ça a été compliqué? Non, Euh, c'est difficile parce que, alors, moi, j'ai réussi à avoir un accès via mon rôle de maman. Et en plus, voilà, donc, d'aller parler à l'enseignante de mon enfant, lui dire, vous savez, j'écris des livres. Ah oui, hop, tenez, regardez. Enfin, et hop, et comme ça, de pouvoir présenter mon idée d'intervention à la direction de l'école, qui présente mon projet aux différents enseignants. Mais après, trouver des écoles, enfin contacter des écoles sans avoir cette petite porte d'entrée parce on se connaît déjà, c'est très difficile. Très difficile parce que je crois que les écoles sont hyper sollicitées, que les enseignants sont débordés du travail qu'ils doivent faire dans leur classe, administrativement en plus, et que les journées, bah, elles ne sont pas si longues que ça, et que et il y a aussi, il faut le dire, aussi le budget. Parce que les écoles, les coopératives scolaires qui payent les interventions comme ça extérieures, bah, c'est limité.
Donc, je pense que c'est pas évident, mais je crois beaucoup aussi à la force du bouche à oreille. Voilà, les retours que j'ai des enseignantes qui m'ont accueilli dans leur classe étaient très bons. D'ailleurs, la preuve, elles me font revenir l'année suivante avec leur classe, c'est qu'elles ont aimé. Du coup, d'autres enseignantes qui l'année dernière n'étaient pas venues, hop, là, cette année, elles vont m'accueillir. Bah, voilà, elles ont sûrement des copines dans d'autres écoles et c'est comme ça que ça va se faire. Mais c'est pas évident ouais, d'atteindre ce public-là. Donc nous passerons sous silence le pass culture qui a disparu au 31 janvier. Non, mais on est là, Nathalie, pour parler des dessous aussi hein, de tout Oui, ça et oui, oui. cette réalité Ouais. aussi économique dans laquelle les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs qui interviennent dans les milieux scolaires, voilà, il y a un problème de budget. Donc, je vais prendre un peu ma casquette de présidente de l'ASSO et vice-présidente de la Fédé. On a besoin d'un soutien des institutions pour aussi permettre cette ouverture-là. C'est pas juste une rencontre sympa, voilà, conviviale pendant une petite heure où on papote. Il y a un vrai intérêt à ces rencontres-là, à ces ateliers-là. Euh, mais évidemment, tout auteur, tout illustrateur, tout éditeur a aussi besoin de vivre et ça fait partie effectivement des rémunérations des auteurs qui leur permettent de vivre ou des éditeurs ou des illustrateurs. Et donc, voilà, il faut je sais que la situation est compliquée, mais les DRAC, les régions, voilà, l'État, il faut continuer à soutenir ça devrait presque même, allez, soyons fous, nous serons les futurs ministres de la Culture et de l'Éducation nationale, imposons aux classes une rencontre avec un auteur, un illustrateur ou un éditeur. Voilà. Je suis contente parce que pour une fois, c'est pas moi qui gueule. C'est notre côté viking, Nathalie. Tu sais, la Normandie, c'est plutôt Oui, une non, mais tour c'est de très important viking. ce que tu as dit. C'est bien que ce soit toi qui le dise plutôt que moi, parce qu'à force, Tout on me à fait. le chevalier libraire, il est toujours en train de râler, il défend toujours les auteurs, il y a toujours un truc à dire. Non, là, c'est la vice-présidente de la Fédération des Tout à fait. éditeurs indépendants qui vous le dit. Donc ça, c'est super. Non, non, c'est très bien que tu aies parlé de ça. Ça va bientôt faire une heure que nous sommes ensemble. C'est pas que j'ai envie de vous quitter, Bien. mais voici, il va falloir qu'on se quitte un petit peu. Est-ce que rapidement, Christelle peut nous donner un conseil de lecture? Ah, une casse, oui. Un conseil de lecture. Alors, justement, je viens de terminer L'Enragé de Sorge Chalandon. Et j'ai vu qu'il venait de sortir en poche. Donc, franchement, si vous ne l'avez pas lu, Au lisez-le. livre de poche, justement. Ouais, ouais. Je l'ai bah, typiquement, donc on parlait tout à l'heure de textes forts qu'on aimait, qui faisaient du bien de dire à haute voix. Mais il y a eu des passages que j'ai lus, que j'ai relus à haute voix parce que l'écriture de Sorge Chalenton, elle est juste extraordinaire. Et L'Enragé en particulier, c'était vraiment, je vous conseille de le lire. Parfait. Moi, je vous engage à aller dans vos librairies, demander les livres de Christelle et s'ils les ont pas, demandez à vos libraires de les commander et de les faire venir dans les rayons. Parce que ça, c'est très important aussi. Un libraire, il peut pas tout connaître hein, s'il sait pas. Donc, c'est bien aussi quand les clients, le lambda, viennent dire, ben voilà, je voudrais ce livre, vous l'avez pas. Le libraire dit, je ne l'ai pas. Il va se renseigner et il fait venir les livres. Nous, on vous a mis un petit raccourci si ce soir, vous avez envie vraiment d'aller acheter un livre de la collection de Christelle, un lien qui va vers les librairies indépendantes. Ça, c'est important, les librairies indépendantes. Comme ça, vous pouvez l'acheter en ligne, mais le mieux, c'est quand même aller aussi en librairie. En tout cas, moi, je vais vous remercier, mesdames, d'avoir été là, Caroline, d'avoir fait l'intérim pendant que j'ai disparu. Il y a des gens qui sont inquiétés, hein, qui m'ont envoyé des messages, mais Nathalie a disparu, comment va ça? Moi, j'avais très peur que c'est coupé, mais non, finalement, c'est très bien. Donc, Christelle, Caroline, tu vas revenir animer avec moi sans problème. Avec grand plaisir, Nathalie. En tout cas, on va rappeler que les assises des éditions indépendantes, c'est du 19 au 21 février, c'est à Bordeaux. Tout Moi, à j'aurai fait. la chance de venir parce que j'ai été invitée par Caroline à venir animer une table ronde sur le fond de la librairie. Vaste sujet. Donc voilà. En tout cas, nous, on retrouvera nos rendez-vous des mardis de l'édition indépendante au mois de mars. On vous dira tout ça sur le site, on communiquera. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous recevoir, Christelle, et de découvrir votre maison d'édition. Donc, ce sont les éditions Point à la ligne. C'est point, c'est carré, il n'y a plus rien à dire. On a tout expliqué ce soir. Le replay sera disponible. Donc, allez en librairie et allez acheter les livres de Christelle. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée et puis vivement le mois de mars.
Ben, merci beaucoup de Nathalie nous avoir accueillis voilà, à nouveau dans ton émission, d'avoir permis à Christelle de présenter sa maison et d'être un soutien voilà, aussi au projet de la Fédé pour présenter les éditeurs indépendants et les soutenir. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à Christelle de m'avoir invité sur son émission. C'était un très bon moment. Parfait. Allez, on va faire un petit générique et puis à très vite au mois de mars. Et Au demain, revoir tout le ah oui, monde. j'oublie pas, demain on se rejoint à 19h. Je reçois Clémentine Biano, une primo-romancière qui a sorti un livre chez Calman Levy qui s'appelle Un éclat rouge.